Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine socio-politique axé sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que celle-ci demeure largement dominée par le passage de l'ambassadrice, donc l'envoyé spécial du président Trump, en la personne donc de Madame Nikki Haley. Son passage a fait couler beaucoup d'encre, des salives au sein même de l'opinion congolaise. Et puis la dernière sortie médiatique de Félix Tshisekedi, où il a annoncé la détermination du rassemblement, c'est d'organiser les élections mordicus d'ici donc juin 2018. Autre son de cloche, c'est du côté de la centrale électorale. Le rapporteur même de cette institution a annoncé la publication incessamment donc du calendrier électoral. Et bien, autant de questions qui constitueront, si vous voulez dire ainsi, la charpente même de notre magazine du jour. Alors, pour en parler, sur ce plateau, M. François Momba, il est donc président de l'ADER, Alliance pour le développement et la République, et parti membre donc au sein d'une méga plateforme appelée le Rassemblement. C'est avec lui qu'on va décrypter toutes ces questions si au cité. M. François Momba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Justement, d'entrée de jeu, le passage de Nikki Haley en République démocratique du Congo, est-ce une déception pour l'opposition ou bien c'est un motif de satisfaction par rapport au lobbying mené au niveau de l'Occident? Non, merci pour cette question, mais ni l'un ni l'autre. La République démocratique du Congo, je vais presque dire, c'est le peuple congolais qui en est le propriétaire. Ce pays est le nôtre, et notre destin, il nous appartient à nous, à notre jeunesse, à nos élites, à notre peuple, de créer les conditions à partir desquelles nous allons de l'avant. Madame Nikki est venue apporter un point de vue qui est un point de vue du gouvernement américain envoyé par le président Trump. Nous en avons pris acte, à savoir que du point de vue américain, pas du point de vue congolais, et encore moins du point de vue du rassemblement, mais du point de vue américain, ils n'entendent pas voir les élections s'organiser dans notre pays, des élections auxquelles, bien entendu, le président actuel, Joseph Kabila, ne participerait pas. Ils n'entendent pas voir ces élections se tenir au-delà de l'année 2018. Nous en prenons acte, c'est le point de vue américain. Alors, si vous semblez... Maintenant, en ce qui nous concerne, les choses sont très claires. On a signé en décembre 2016... avec le président Kabila, quoi qu'il dise, un accord, et au terme de cet accord, il était très clairement stipulé que les élections que le président de la République et la CENI n'avaient pas organisées conformément à la Constitution, donc au terme de l'année 2016, ces élections-là devaient absolument se tenir au plus tard au 31 décembre 2017. Il s'agissait, je le répète parce que c'est extrêmement important, que ce sont des élections auxquelles, bien entendu, le président Kabila ne participait pas. C'était des élections qui s'organisaient en dehors de toute velléité de toucher à la Constitution ou de modifier quoi que ce soit quant à la règle du jeu. Ces élections-là n'ont pas eu lieu, n'auront probablement pas lieu à la fin de cette année 2017. Les responsables de cette situation que déplore notre peuple et qui souffre des maux indescriptibles de toute nature et tout ça, etc., c'est le président de la République, il est à la commande, et c'est la CENI. Et que donc, ce que nous disons aujourd'hui est très simple, prenant acte du fait que ces élections n'auront pas lieu à fin
décembre, nous indiquons très clairement qu'il va falloir à ce moment-là organiser, réécrire la suite de ces événements sans le président Kabila et sans les responsables actuels de la CENI, puisque nous n'entendons pas constamment et continuellement donner l'impression que chaque fois qu'on arrive à un terme, il y a une sorte de prime qui serait donnée à ceux qui font tout pour qu'en République du Congo, il n'y ait pas d'élection. Au regard de vos dires, vous semblez minimiser en quelque sorte l'influence des États-Unis d'Amérique dans la politique interne RD congolaise. Alors, qu'est-ce qui explique ces lobbying du RASOP, ces longs lobbying du RASOP au niveau de l'Occident? Vous noterez avec moi qu'il n'y a pas plus de 3 semaines, le président Kabila était à New York. C'était dans le cadre de l'Assemblée générale. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose dont il faut considérer que c'est une démarche spécifique en ce qui concerne le RASOP. Nous parlons aux amis de notre pays, nous parlons aux partenaires qui ont l'avantage de participer avec nous à la mise en valeur des ressources de ce pays et à la direction des affaires dans le monde. Les États-Unis, de ce point de vue, comptent. En effet, mon propos était simplement de dire, les amis, on les écoute, on tient parfois compte de leur point de vue, mais ça n'exonère pas le propriétaire, in fine, d'être le dernier à dire ce qui est bon pour lui. Et s'agissant de notre processus électoral, il est très clair qu'en ce qui concerne le peuple congolais, le rassemblement est à l'écoute du peuple congolais. En ce qui concerne le peuple congolais, ces élections devaient avoir lieu en 2016. Dépasser ce délai, on entre dans une zone, pour le président de la République, une zone d'illégitimité et d'illégalité. Justement, alors, donc le destin de l'accord que nous avions signé venait apporter un correctif au sens de créer les conditions à partir desquelles, d'une manière paisible, nous allions tout de même, 1 an après, organiser ces élections. Nous constatons, je le répète, que ce n'est pas le cas. Les États-Unis d'Amérique ont pris une solution médiane. Donc, les États-Unis d'Amérique ont coupé la poire en deux pour certaines opinions en ce qui concerne donc, la crise RD congolaise. C'est juste pour départager des partis concernés, donc engagés dans cette crise. Alors, je reviens encore, j'aimerais vous poser la toute dernière question par rapport à ces chapitres qui concernent le passage de Niki Allé ici en République démocratique du Congo. J'aimerais m'appesantir sur le fait que Niki Allé s'est entretenu avec le président de la République en tête à tête donc, pendant des heures du temps, mais l'opposition s'est déplacée pour une réception de 15 minutes. Alors, comment comprendre cette démarche? Un ambassadeur est envoyé dans un pays pour voir les autorités du pays, les gens qui sont en place. Madame Niki est envoyée auprès du président Kabila, elle n'est pas envoyée auprès de Félix Tshisekedi ou auprès de quelqu'un d'autre. Alors que répondre à ceux qui Non, vous me posez une question, permettez que je donne des éléments qui permettent à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de comprendre. Un ambassadeur ne vient pas pour voir une opposition. Elle a profité de sa présence à Kinshasa de faire des consultations, d'écouter les autres parties prenantes quant au processus électoral qui est en panne dans notre pays. Et donc, il n'y a pas de comparaison à faire entre ceux qui sont en train d'exercer les fonctions de l'État et ceux qui sont dans l'opposition. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h de ce point de vue-là. Deuxièmement, et je le répète, elle est venue donner un point de vue qui est celui des États-Unis. Je ne minimise rien. Je rétablis les choses en les situant à la fois dans leur contexte et dans leur juste proportion. Ce que dit l'Amérique est bien entendu important, mais l'Amérique ne remplacera pas les souverains primaires qui est le peuple congolais. Et s'agissant, je le répète, de ce peuple congolais, le président Kabila, depuis décembre 2016, a consommé son deuxième et dernier mandat, et que depuis cette date, il se situe dans la zone d'illégalité et d'illégitimité.
Nous constatons également avec le peuple que tous les efforts qui ont été faits pour créer les conditions d'avoir des élections apaisées le plus rapidement possible, il y avait une date butoir, c'était décembre 2017, et le président de la République, Joseph Kabila, et la CENI se sont organisés pour que ces élections n'aient pas lieu cette année, et que donc, pour que ceux qui nous regardent comprennent ce que nous sommes en train de faire et de dire, nous prenons acte du fait qu'il n'y aura pas d'élection à la fin de cette année, mais nous disons dans le même temps, ceux qui se sont rendus responsables de cette situation ne peuvent pas devenir bénéficiaires de ce prorogement. En clair, il s'agit, pour la République du Congo, d'organiser la suite de ce processus électoral sans le président Kabila, et le président Kabila, oui, bien entendu, mais également sans les responsables actuels de la CENI, puisque les deux se sont confondus dans des pratiques qui font qu'aujourd'hui notre peuple ne voit pas le bout du tunnel. Alors que répondrez-vous à ceux qui avaient estimé que la mission de Nikki Haley allait être similaire à celle menée par Bill Richardson vers les années 90 auprès du maréchal Mobutu? Posez-leur la question. Hein. Nous, en ce qui nous concerne, les choses, une fois de plus, sont très claires là-dessus. C'est que il y a eu un message pour le président Kabila. Ce message a été donné à huis clos. Et donc je ne suis pas fondé, là où je suis, de spéculer sur le contenu et encore moins de faire la comparaison avec ce qu'aurait pu dire dans les années 90 M. Richardson. Voilà. Je répète, nous avons rencontré une délégation de l'opposition. Au sein de cette opposition, il y avait le rassemblement conduit par le président du rassemblement, Félix Tshisekedi. Nous avons écouté, entendu le point de vue exprimé par l'envoyé spécial du président Trump, mais surtout, nous avons eu l'occasion de dire à l'ambassadeur quel était le point de vue qui était le nôtre, à savoir que la suite de ce processus, définitivement en panne en ce qui concerne l'année 2017, doit pouvoir s'écrire sans la participation du président actuel, voilà, qui a non seulement terminé ces 2 mandats, mais qui ne montre aucun signe, mais alors là strictement aucun, pour nous amener à des élections qu'elle ne participerait pas. Et donc voilà. Alors sur ces Nanga fait partie de ce lot et nous l'avons dit. Les RASOP maintenant exigent Mordicus, donc la tenue des élections d'ici juin 2018. Et bien l'opinion s'interroge, hein, même sur la motivation de cette décision. Vous êtes basé sur quel texte? Vous parlez de texte, nous attendons un calendrier. Mais non, le 6 mois là, les élections devraient se tenir en juin 2018. Parce qu'ici, on ne parle plus d'accord, on ne parle plus de la Constitution. Vous parliez de 6 mois et la question est quel texte? Justement. Je m'efforçais d'apporter une réponse à cette question, à savoir que l'étape actuelle stipule que la CENI sorte un calendrier dit réaliste. Consensuel. C'était déjà consensuel, hein, fin 2016, n'est-ce pas? Réaliste, tout au moins. Cela dit, des experts capables de faire ce type-là de projection et mettre sur la table un calendrier réaliste, il y en a sans doute à la CENI, mais il y en a aussi chez nous au rassemblement. Donc nous avons fait cet exercice-là en tenant compte de tous les éléments, les mêmes d'ailleurs, que considèrent les experts de la CENI. Et notre conclusion, c'est que, toute chose égale par ailleurs, si nous démarrons aujourd'hui à poser des actes successifs allant cette fois-ci dans le sens
d'organiser des élections et non pas de les bloquer, nous pourrions, en moins de 200 jours, faire tenir dans ce pays une élection présidentielle et voir les autres élections. C'est de là où vient notre certitude que dans un processus débarrassé du président Kabila, de Nanga, M. Nanga, bien entendu, je ne suis pas son copain, il n'est pas le mien non plus, donc c'est M. Nanga, et débarrassé donc de ce responsable qui font tout pour que nous n'ayons pas d'élection. Si tel devenait le cas, et c'est notre démarche avec le peuple, nous pourrions en moins de 200 jours, à partir de maintenant, il ne s'agit pas d'attendre fin décembre ou d'attendre janvier, si à partir de maintenant les actes qu'il faut sont posés, d'ici juin, en effet, des élections à tous les niveaux. Je me référer à la réponse de Nanga auprès de Mme Nikialé. Nanga avait répondu à chaud. Hein, donc pour Nanga, techniquement, il c'était impossible d'organiser les élections en 2018. Écoutez, comme la dame l'avait souhaité. Écoutez, M. Nanga est à son poste pour organiser les élections. Bon. Maintenant, si sa démarche devient de nous expliquer que c'est impossible, c'est très clair. Qu'il laisse cette place à quelqu'un d'autre. Ça nous paraît un peu ambigu que pour le RASOP aujourd'hui, la violation de l'accord commence le 31 décembre. Or, depuis toujours, l'accord, selon quoi le RASOP, l'accord a été toujours violé, raison pour laquelle vous n'avez même pas pris part au gouvernement Badibanga et Tchibala. Nous n'avons jamais dit que la violation va commencer. Cet accord n'a jamais été appliqué. Alors, relisez la feuille de route. Non, relisez, puisque nous étions à l'international tout à l'heure et que nous parlions des États-Unis, mais relisez ce qui vient de publier comme lettre le président du Conseil de sécurité, cette fois-ci des Nations Unies. Relisez, ça date de 48 heures. Les choses sont très claires. On demande à toutes les parties de créer les conditions en République démocratique du Congo pour l'application intégrale et de bonne foi de l'accord. Donc, les Nations Unies, de ce point de vue, sont d'accord avec nous, sont d'accord avec le peuple congolais, que cet accord n'a jamais été appliqué. Alors, où en sommes-nous de la... Nous sommes au terme de ce qui était prévu, et donc, ce que nous disons d'intelligent et d'intelligible, c'est de dire, quelles qu'aient été les appréciations des uns et des autres, il y a une certitude et une évidence. Que ceux qui disent qu'ils l'ont appliqué nous conduisent aux élections telles que c'est prévu dans cet accord, c'est-à-dire en décembre. Ils ne sont pas capables de le faire. Cette situation rejoint notre appréciation depuis le départ, que dans cette démarche qui a conduit à des gouvernements successifs depuis décembre 2016, n'a jamais été une démarche ni d'appliquer de bonne foi l'accord, et encore moins de nous amener aux élections ici. Tirons-en toutes les conséquences. Et donc les conséquences sont pour le président de la République actuelle, c'est fini. Il faut qu'il cède cette place. Vous allez poursuivre, mais si l'accord a cette place à quelqu'un qui va pouvoir créer les conditions pour que ces élections s'organisent. 2. La CENI n'a jamais montré non plus son empressement à nous amener à ces élections. Ils se sont transformés en cabinet privé, voire secondaire de la présidence de la République. Ils se sont auto-disqualifiés. Alors, nous avons un arbitre dans ce pays, c'est la CENCO, et nous pensons que, en y mettant de la bonne volonté, nous pourrions nous retrouver autour de la CENCO, j'allais presque dire, pour finir le job, puisque tout ceci avait été interrompu, alors que l'arrangement particulier qui devait traduire l'accord, qui devait matérialiser cet accord, n'avait jamais été discuté jusqu'à son terme. On l'avait interrompu à dessein pour pouvoir créer la confusion qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'élection. Comment finir le job pendant que Félix Tshisekedi a exclu l'option d'un troisième dialogue?
Je ne vous parle pas de dialogue. Je vous parle de la situation suivante. Il y a eu dialogue. Et ce dialogue s'est achevé. Il y a eu un document final, signé par tout le monde, qui ne demandait plus qu'à être mis en œuvre. Et s'agissant de la mise en œuvre de cet accord, les parties signataires devaient s'accorder sur les modalités. Il y avait aussi quelques points qui bloquaient. Ce sont ces modalités-là qui sont consignées dans un document qu'on appelle arrangement particulier. Arrivé à cette étape, le président Joseph Kabila a interrompu ce processus à ces niveaux et en ce moment-là pour l'orienter vers ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire une situation qui, arrivée au 31 décembre 2016 et 2017, le Congo n'a pas d'élection. Et donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'on va recommencer à dialoguer, c'est de reprendre la tâche là où on l'avait interrompue. Je répète, les dialogues étaient finis, les documents finaux étaient signés, et qu'il s'agissait de s'accorder sur les modalités de mise en œuvre. Ce travail-là, s'agissant des modalités de mise en œuvre, peut être effectivement repris là où on l'avait interrompu sous la 5 et donc créer les conditions à partir desquelles, enfin, comme le demandent les Nations Unies et d'autres partenaires extérieurs notamment, mais surtout comme l'exige notre peuple, nous allons pouvoir entrer dans une phase de la mise en œuvre ayant pour objectif unique, rapide, dans un délai court, d'amener les Congolais aux élections. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en ce qui concerne le président Kabila, puisque ce finit, il faut que ce pays puisse très rapidement se doter d'un président légal et légitime. Alors, je m'aimerais si vous posez cette question, quid donc de la feuille de route présentée à l'issue même du deuxième conclave du RASOP, dont d'ailleurs vous étiez le rapporteur. Ça paraît comme étant aujourd'hui une lettre morte. Non, il n'y a pas de lettre morte. Il y a eu des séries des actions qui ont été annoncées d'une manière un peu ciblée. Les mois passent, les jours passent, les semaines passent. Ce qui a été possible d'être mis en œuvre jusque-là l'a été. Ce qui a été empêché, c'est pourquoi les gens se sont organisés pour créer les conditions de la non-faisabilité. Nous sommes en train de chercher le moyen de surmonter cela, entre autres choses. Vous parliez de la feuille de route, mais le retour du corps d'Étienne Tshisekedi Lumumba figure en bonne place sur cette feuille de route. En ce moment même, je pense qu'il y a des réunions qui se préparent, notamment à l'étranger, avec nos exilés et d'autres empêchés de pouvoir venir en République moitié du Congo. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de s'accorder sur la manière de créer les conditions à partir duquel la feuille de route, qui n'était au départ en vérité que la feuille de route du rassemblement, devienne la feuille de route de tout le monde, en ce compris les forces vives de la société civile. Ne vous impatientez pas, on a un objectif, et le calendrier est très clair. On a dit au plus tard le 31 décembre, nous n'en sommes pas encore là, et je ne suis pas ici pour étaler nos stratégies, mais soyez assurés que, puisqu'on nous y pousse, puisqu'on nous y oblige, dès lors que le président Kabila ne veut pas que se tiennent des élections dans ce pays auxquelles il ne participerait pas, nous allons mettre en œuvre non seulement ce qui avait été dit, mais d'autres éléments qui ont été notamment apportés par les autres forces politiques et civiles que le rassemblement. Tout ça va devenir, dans les semaines qui viennent, toute une série d'actions, puisque la détermination est là. Vous avez suivi le dernier point de presse donné par le président du rassemblement, Félix Tshisekedi. Les choses sont très claires. Il n'y a pas d'élection en décembre. Nous sommes disposés, prêts à aller de l'avant, à condition que soient stoppés et M. Kabila et M. Nagana.
Justement, je voudrais vous poser la toute dernière question avant de boucler complètement cette émission. Président Mwamba, croyez-vous à l'unité même de l'opposition? Croyez-vous à l'unité de l'opposition? Vous savez, je suis assez vieux dans ce métier, appelons ça comme ça, si c'est un métier, pour pouvoir dire tranquillement, arrêtons l'autoflagellation. C'est quoi l'unité de l'opposition? On a vu dans ce pays parfois un homme seul, tout seul, arriver à changer le destin de toute une nation. À l'époque, quand on a parlé du groupe d'Mbiza, on n'était peut-être pas nés, nous y étions déjà, ils étaient à combien? Les groupes d'Mbiza, 4 personnes. Il semblerait que la Seconde République a été l'œuvre de 4 individus. La question que vous posez a une substance. C'est une question de capacité et de seuil à partir duquel on arrive à faire les choses. Mais le général de Gaulle disait que dans son fauteuil, sauter du matin au soir, unité, unité, c'est pas l'unité qui fait. Ce serait peut-être plus facile quand on est plus nombreux, et tout ça, etc. Mais il ne faut pas en faire une religion. Moi, je pense que l'essentiel, c'est la détermination, elle est là. L'essentiel, c'est une vision, elle est là. Ce pays peut non seulement se libérer de ce processus compliqué et complexe, de cette situation de crise dans laquelle certains l'ont plongé, mais ce pays a vocation à devenir un très grand pays, capable de répondre aux besoins de santé, aux besoins d'éducation, aux infrastructures indispensables et nécessaires. Je note que même par le passé, parce qu'on en parle parfois, quand on regarde les chiffres, regardez les chiffres. Cadre macroéconomique, les indicateurs sociaux, le niveau des équipements et tout ça, etc. Entre 70 et 73, nous étions ce qu'on appelle aujourd'hui, les termes n'existaient pas à l'époque, nous étions un pays émergent. Par notre propre faute, en ce compris les pillages des années 90, nous avons plongé ce pays dans une sorte d'abîme. Mais je suis optimiste quand je regarde notre jeunesse, quand je regarde vraiment dans le fond des yeux nos femmes, nos filles, nos enfants et tout ça, etc. Je me dis, rien n'est perdu, bien au contraire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque un petit déclic. Et c'est là où, effectivement, nous nous sommes concentrés au rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi, aujourd'hui conduit par Félix Tshisekedi, pour créer ce déclic à partir duquel on va libérer les énergies et faire en sorte, effectivement, que les partis politiques, les associations, que ce pays bouge et vive, et que donc nous fassions en sorte que nous puissions non seulement rattraper le retard par rapport au début des années 70, que j'indiquais tout à l'heure, mais nous avons réellement vocation à aller plus loin. Je suis optimiste, mais bon, la chanson de où est l'union, j'aimerais n'est que, à mon sens, quelque chose, bon, d'intellectuel. J'aimerais rebondir dans le même sens que vous, M. Mwamba, une touche un peu économique pour clôturer cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste de formation et l'autre fois, vous avez lâché une phrase. Nous ne devons pas faire de la République démocratique du Congo un éternel pays potentiellement riche. Exact. Alors, aujourd'hui, le pays traverse une crise sans précédent, multiforme, et ça, on ne peut pas l'ignorer. Il y a une série de grèves qui s'observent quasiment partout, surtout dans le secteur public. Le corps professoral, le médecin et j'en passe. Est-ce que ça vous conforte, vous, l'opposition, quand vous voyez que l'autre camp ne parvient pas, s'il faut le dire ainsi, à s'en sortir économiquement, elle ne parvient pas à offrir aux Congolais le social étant promis? Ça vous met dans une position de fort, ou bien vous compatissez à cette population? Non, mais la question est tellement fondamentale que je m'excuse
ne s'adresse pas à Mwamba l'opposant, ça s'adresse à Mwamba les citoyens congolais. Vous savez, les postures que l'on prend en termes de... C'est un peu comme de costumes que l'on met et tout ça, etc. L'essentiel, c'est qu'est-ce que nous voulons pour ce peuple, et chacun en âme et conscience par rapport à ce qu'il est capable ou à même de faire, de pouvoir se poser la question, est-ce que je fais suffisamment pour pouvoir aider et contribuer à la construction du destin commun, qui est un destin qui n'est pas ordinaire quand on est congolais. Je le répète, ce pays a vocation véritablement à être un très grand pays, une locomotive, non seulement pour la sous-région ici, l'Afrique, mais également au niveau mondial. Que d'occasions manquaient. Oui, ça procure une certaine tristesse aux citoyens, la question que tu poses. Oui, on est parfois triste, on a des yeux tout rouges, on regarde, on dit, mais nom de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Mais il ne suffit pas de s'indigner, il ne suffit pas de montrer du doigt ou de fustiger. Il s'agit soi-même, quand on se regarde dans la glace, et de dire en tant que citoyen de ce pays, hein, j'ai fait ce que je suis capable de faire. Et on est très nombreux, depuis des années, voire des décennies pour certains, à n'avoir comme obsession que cela. J'indique que, par exemple, s'agissant des crises, nous étions à Lusaka. C'était en ce moment-là que j'avais rejoint Jean-Pierre Bemba à l'époque. 99. Lusaka s'est terminé lorsque Jean-Pierre Bemba m'a amené là-bas. Nous étions à Sun City. Là, j'étais l'un des principaux négociateurs. Et bien d'autres moments. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est l'éternel recommencement. Ce qu'on appelle crise aujourd'hui n'est pas une situation inédite. C'est une situation qui avait été anticipée lorsque nous sommes à Sun City. On se dit ceci. Le pays doit être un et tout le monde doit déposer les armes, ça a été le cas. On s'est dit il faut de la stabilité. Et que donc on a organisé les choses avec une transition certes, mais il fallait que tout le monde, au lieu de chercher à gagner une victoire militaire, se présentât aux urnes et devant la sanction de la population. Et nous, on a dit une troisième chose extrêmement importante. Pour qu'il y ait stabilité, pour éviter le retour en arrière en termes de prise d'armes, que tu passes d'abord par les élections, bien entendu, mais ensuite, c'est un mandat renouvelable une seule fois. En d'autres termes, et je regarde mon peuple dans les yeux, nul n'est fondé dans ce pays, la République démocratique du Congo, d'exercer la fonction qu'on appelle Monsieur le Président de la République démocratique du Congo plus de 10 ans. Je l'ai déjà dit, populaire ou pas, que tu aies construit ou pas, au commissariat qui s'appelle comme à New York, Congo est comme à Poto, au bout de 10 ans, il faut que ça tourne. C'est la seule garantie que nous avions trouvée à Sun City, coulée dans notre constitution et verrouillée par l'article 220. De tout ce que je viens de dire, s'il y avait une chose pour le peuple congolais à retenir, c'est qu'aujourd'hui, par la volonté d'un seul homme, un seul, cette règle-là risque de créer une situation de retour en arrière, en ce compris des rébellions. On parle de mamaille à gauche, à droite, c'est rien contre le risque que nous encourons. Et donc, de grâce, jusqu'au bout, qu'il soit clair que nous allons lutter, nous allons nous battre pour que soit respecté ce pacte républicain de Sun City. Le président Kabila a eu ses 2 mandats, a eu ses 10 ans. Certains diront oui, d'autres diront ouais, et tout ça, etc. Peu importe qui ait eu des 5 chantiers, qui ait tout ceci, etc. La Constitution est très claire. C'est fini. Et donc, il faut que ça s'arrête.
et nous allons passer à autre chose. C'était un privilège pour nous de vous avoir sur ce plateau. Président Momba, je rappelle que vous êtes le président de l'ADER, donc Alliance pour le développement et la République, parti membre donc, du RASOP. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici donc au terme de notre numéro du jour. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.